Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce samedi 8 juillet 2023. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre point hebdomadaire sur le BTC. Surtout aujourd'hui parce qu'on a quand même pas mal de choses qui se sont passées, notamment hier, pas mal d'indications, une semaine qui a été assez compliquée, donc on va revenir sur ça, on va revenir sur la clôture hebdomadaire qu'on a eu vraiment sur le CME, on va reparler des dates importantes que j'ai mis sur Twitter sur justement les différents ETF qu'il va falloir suivre, et ça nous donne un peu la tonalité de cet été, voir ce qui va se passer en termes de liquidité, en termes de volume, et sur ce qui va se passer aussi court terme. On sait que le mois de juillet est censé être un mois plutôt bullish, est-ce que ça va être le cas ou non? Et je vous réponds tout de suite. Alors on commence tout de suite par ce que je vous ai montré, envoyé plutôt sur Twitter dernièrement, donc qui est un retweet que j'ai effectué, qui est globalement les différentes dates qui ont été données par la SEC pour, normalement, par rapport aux deadlines habituels, leur retour qu'ils doivent effectuer, qui est la date limite dans laquelle ils doivent faire les retours. Donc c'est vrai que ces dernières semaines ont été marquées vraiment par plusieurs choses, par la SEC, avec son action notamment début juin contre les différentes cryptos avec cette notion de securities qui revient très fortement, et ensuite à côté l'apparition de BlackRock et de toute son équipe et de tous ses followers qui arrivent derrière Fidelity, Valkyrie, etc. pour faire demander plutôt l'ouverture d'ETF spot BTC. Alors, on pourrait considérer que c'est antinomique, sauf que ce ne l'est pas. Encore une fois, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, ce n'est pas parce que la SEC attaque les différents exchanges concernant les autres cryptos en définissant que c'est des securities, que le BTC, que l'ouverture d'un ETF BTC est totalement incongrue. Non, c'est deux choses qui sont séparées, on sait que le BTC est considéré comme une commodities, cette affaire elle est réglée, donc il est normal à un moment donné d'avoir un ETF qui va s'ouvrir, et ensuite, à côté, on a la gestion des autres, du reste, globalement, ETH étant, comme je vous l'ai dit, entre les deux, mais globalement, ETH arrivera à un moment donné, je pense, à cette image de commodities, c'est un petit peu l'image que j'en ai, moi, de mon côté, et l'analyse que j'en fais sur le long terme, mais bon, pour l'instant, c'est un peu la zone grise, et on est vraiment déjà dans la scission entre les deux, avec BTC qui est en train d'arriver sur le marché, en même temps c'est normal, c'est la première, avec un historique qui est relativement fort, et à côté on a le reste, c'est la notion de securities, et la notion de gestion de la décentralisation. Donc pour moi ce sont des dates à retenir, et on voit que ces dates sont quoi? Sont en septembre, tout est en septembre, début septembre, 1er, 2, 3, 6. Donc on est quand même ici dans des dates qui sont relativement loin. Donc là on a la finalité, d'ailleurs on a les dates finales, donc qui est quand on rajoute en fait la totalité du temps possiblement pour nécessaire à la SEC pour répondre. Donc quand on regarde la totalité des reports qu'ils peuvent effectuer, on arrive sur cette date-là, qui correspond d'ailleurs à l'approche du halving, un mois et demi après on se retrouve sur la date du halving de BTC. Mais du coup les deadlines déjà des retours sont début d'année. Donc ça veut dire, début d'année scolaire. Donc ça veut dire que septembre, donc cet été, on va être dans quelque chose qui va être en attente de ça. On va être en attente de retour. Et déjà qu'on a un marché qui est relativement flat sur la macro l'été, là ça veut dire qu'on risque d'avoir un écrasement de la volatilité, notamment sur BTC, pour pouvoir faire le reste. Et c'est là où, en effet, il y a un petit peu de recul à avoir, et se poser la question de, est-ce que à un moment donné, ou non, on va avoir un mouvement cet été, est-ce qu'on va avoir un mois de juillet qui va correspondre à ce qu'on a l'habitude d'avoir un mois de juillet qui plutôt foncièrement haussier, est-ce que ça va être le cas ou est-ce qu'on va être sur quelque chose de relativement flat? Et cette réflexion, on va la porter ensemble, surtout que on a normalement semaine prochaine l'IPC Core mercredi qui tombe, donc l'inflation, on sait que la hausse des taux va être liée à l'inflation, on sait que la macro attend ça, est-ce que derrière le BTC attend ça? Je ne pense pas, je pense que le BTC attend les réponses d'ETF pour pouvoir le faire. On a déjà vu à plusieurs reprises que c'était porté majoritairement par en fait les CVD qui étaient donnés, qui étaient ici, les CVD étaient majoritairement perpétuels, d'accord, qui avaient porté cette accélération, et très peu spot, on avait ici la courbe verte qui est vraiment très très faible par rapport au reste, par rapport à la courbe bleue qui représente le perpétuel, donc on sait que le mouvement actuellement du BTC est un mouvement d'anticipation, donc est un mouvement qui se prépare à une éventuelle acceptation de BlackRock. On sait qu'on a une accumulation long terme de BTC, mais c'est pas quelque chose qui se voit dans les cours actuellement. On sait qu'on a du holding qui monte petit à petit quand on regarde les data on-chain, mais pour l'instant on est plutôt dans une spéculation, c'est-à-dire qu'on spécule sur le fait que, étant que c'est BlackRock,
ça sera forcément accepté, c'est justement l'accélération haussière. Et là on voit qu'on est dans quelque chose qui est flat, déjà depuis un certain temps, et que justement cette notion flat correspond à l'incertitude maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait de la spéculation, maintenant on attend le retour, on attend de voir ce qui va se passer. Et c'est exactement aussi ce qu'on est en train de voir ici au niveau technique pur sur la clôture weekly CME, ça y est, on a clôturé. On voit que la semaine dernière, pardon, on a eu donc la clôture qui était d'incertitude, là on voit qu'on a une clôture de rejet, avec justement notre Ichimoku dans lequel on va se faire rejeter par le haut du Kumo, et donc on est en train de s'enfoncer petit à petit pour aller, normalement si on regarde que l'Ichimoku, comme je vous l'ai dit hier, on serait dans les 28 200 sur une zone de retest, dans lequel on irait, hop, ici, faire un petit retest, pour aller retester après le Kumo et faire une cassure haussière. Donc là, ça sous-entendrait qu'on ait, si on regarde pur Ichimoku, une cassure qui serait plutôt baissière pour aller chercher justement de la liquidité et ensuite repartir. Zone qui correspond, comme on l'a vu en plus, à des zones de liquidité dans lesquelles on a les différents OB et on a les zones de liquidité qui se trouvent ici. D'accord, on le sait, c'est depuis un certain temps. Donc ça sous-entend que là, cette zone de neutralité qu'on a depuis un certain nombre de jours, on le voit d'ailleurs, c'est quoi? C'est 17 jours, 18 jours, 19 jours maintenant? Ça fait quand même déjà un petit temps. On est à 18 jours, on a 18 jours d'incertitude dans lequel on est dans une forme de range. D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. Là-dessus c'est quelque chose qui est très fréquent depuis qu'on a eu l'accélération haussière, dans lequel on a une accélération haussière suivie d'une période de range. On voit qu'ici c'est quoi? 23 jours ici de range. Ici pareil, on a la mise en place d'un range. On regarde, tac, on est à 20 jours, 19 jours, pareil. Donc on a quand même ces mises en place de range, depuis qu'on a eu cette accélération suite à la cassure baissière, on a une réaccélération très forte, et cette réaccélération très forte, on voit que on a première zone de range, deuxième zone de range, voire même ici on pourrait considérer que c'est une zone de range, ici, hein, suite à une cassure baissière, chose qui différencie un petit peu, où on est sur 16 jours, donc on est plus ou moins dans la deadline. Donc oui, on sait que on a BTC qui n'attend pas la macro, mais qui attend clairement la réponse des ETF. Par contre, on voit qu'on est dans une zone de range, une zone de neutralité. Est-ce qu'on va rester 2 mois dans une zone de neutralité? Je pense que c'est pas possible, voire quasiment impossible, surtout au niveau d'un actif aussi volatile que le BTC et la crypto en général. Et du coup, pour moi, on se retrouverait ici dans la mise en place d'un futur mouvement qui va s'effectuer. Et là, c'est là où on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, parce qu'on voit qu'on a la volatilité qui est en train de s'écraser. Déjà depuis un certain temps, on le voyait. Donc là, on est sur une volatilité 7 jours. Donc quand on regarde la volatilité, donc le taux d'ouverture versus le taux de fermeture sur un délai de 7 jours, on voit que on est sur une volatilité, donc un écart entre les deux qui est en train de diminuer. Donc ça sous-entend que on est dans un écrasement de la volatilité. Et on sait très bien que plus on écrase la volatilité, plus on comprime la liquidité. Donc ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont se positionner en short, on va avoir des personnes qui vont se positionner en longue, et que le cumul des deux, on va avoir justement quelque chose qui va se rapprocher, et ce qui est tout à fait logique. Quand on regarde ici ce type de range, et qu'on va justement regarder cette fois-ci en une vision 1 heure, donc là on a bien le beau range qui est mis en place, les personnes vont se positionner où? Quand ils sont en short, ils vont positionner ici leur SL, d'accord, leur stop loss des positions qui sont en short, et les positions qui sont longues, hop, ils vont se positionner ici au niveau de leur SL pour une position longue, d'accord? Et donc ça veut dire qu'on a de la liquidité qui est très proche, on a de la liquidité qui est là, et on a de la liquidité qui se trouve ici. Avec les très agressifs dans lesquels on va avoir de la liquidité qui va se trouver ici pour les shorters, d'accord? Et la liquidité agressive qui va être pour les longues ici, d'accord? Donc là, pour moi, la liquidité est en courte compression qui est liée à la diminution de la volatilité, ce qui est plutôt classique. D'accord, dans une période de ranging, forcément, c'est une période de neutralité qui permet d'avoir une respiration du marché, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Quand on regarde la liquidité pure long terme, on va pas se leurrer, hein, on a plutôt un appel de prix qui est plutôt baissier, c'est-à-dire qu'on a un appel de prix qui est plutôt à travers ici cet OB de retest, ou voir la liquidité très forte qui se trouve au niveau de 27 700 jusqu'à 25 500, dans lequel on a quand même un gros appel de prix. La liquidité supérieure est quand même relativement faible, on a une liquidité qui est très proche, qui se trouve ici, mais après c'est relativement ici vide, hein, d'accord? Donc là c'est le vent, absolument, donc on n'a pas grand chose, on n'a pas forcément un appel de prix. Par contre, quand on regarde purement techniquement et qu'on se pose la question, ok, on est dans une période de ranging. Là, on va pas penser à la notion de breakout, donc à la notion de je casse cette zone de neutralité. Pour l'instant, on n'a pas cassé cette zone de neutralité. On est toujours dans la période de ranging. Donc là, quand on est dans une période basse, on a plus tendance à se dire qu'on va jouer, aller chercher la borne haute de ce range, pour ensuite après chercher la borne basse, et en fait continuer dans ce range-là. Surtout qu'on sait qu'on est dans une période
estival, dans lequel on a une macro qui est flat. On sait que la réponse des ETF BTC, bon, bah ça va pas être tout de suite, ça va être en septembre. Donc, ça conforte cette notion de ranging. Par contre, est-ce qu'à un moment donné, on va casser ou pas? Donc, là-dessus, pour moi, la meilleure façon de fonctionner, qu'on va réfléchir, c'est est-ce que, ici, il est plus intéressant de shorter, c'est-à-dire d'aller chercher la liquidité en bas et de jouer sur le fait que la liquidité va être en bas, ou d'aller justement, potentiellement, faire un achat pour se dire, ok, bah, dans un premier temps, je vais chercher le top de ce range, et dans un second temps, je vais chercher justement une cassure haussière avec un breakout aussi. Là-dessus, la question, elle est assez simple, en fait. Il suffit de gérer, tout simplement, son risque. Si je me positionne ici, à la vente, ça sous-entend que là, je vais ouvrir une position qui va être baissière, dans cette zone-là, avec un stop-loss au-dessus de cette zone de neutralité, dans lequel je vais positionner mon stop-loss, et donc, je risque de me faire invalider. En fait, c'est la période d'invalidation. Si mon scénario ne fonctionne pas, donc mon scénario est un breakout baissier, donc ça sous-entend qu'il faut que je reste dans un breakout haussier pour invalider, donc ça veut dire que j'aurai une cassure haussière, et donc mon stop loss risque d'être en haut. Donc là-dessus, vous avez quand même une position qui est relativement exposée, ça veut dire que vous avez de 30 300 à 31 500 d'exposition au niveau de votre stop loss, qui risque d'être relativement conséquent, et si jamais vous limitez avec un très bon risk management, ça sous-entend que vous allez diminuer la taille de votre lot. Donc ça veut dire que vous allez avoir une petite position structurelle qui va se mettre en place, que vous avez une très grosse dose de risque. Par contre, si vous êtes dans une position à vous dire, ok, bah, pour l'instant on est dans une zone de neutralité, donc si je suis dans une zone de neutralité, ça veut dire que je vais chercher la borne haute, donc ça veut dire que je vais être en position d'achat, donc je vais acheter dans cette time frame là, pour me dire que je vais chercher en haut, et ben ça veut dire que je vais ouvrir une position à 30 300, pareil, et que mon stop loss, il va être soit aller chercher cette zone donc des 29 500, voire un petit peu plus bas, aller chercher ici les 29 400, ce qui reste quand même bien moindre que l'exposition supérieure que l'on peut avoir de l'autre côté. Donc on va avoir un risk-reward qui va être beaucoup plus intéressant ici, sur du long, avec justement la notion de jouer cette notion d'aller chercher la borne haute, donc jouer la neutralité, plutôt que jouer le breakout. Néanmoins, pour moi, on est déjà dans une pattern où ça fait déjà un certain temps qu'on nous y sommes, donc on va certainement sortir assez rapidement, et le mouvement risque d'être relativement explosif. Et c'est un petit peu ce que je vous avais expliqué, dans le sens où on va aller chercher l'équité en haut pour aller chercher l'équité en bas, ou réciproquement, chercher l'équité en bas pour aller chercher l'équité en haut, et quand ça va éclater relativement fortement. Pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on est dans le week-end, donc on va avoir quelque chose qui va être relativement flat comme ça, et il va falloir surveiller plutôt dimanche à l'ouverture du marché asiatique. Est-ce qu'on va avoir une mèche de l'enfer qui va aller chercher l'équité en haut pour préparer après la cassure baissière sur l'ouverture du marché US? Ça va être la grande question à se poser. En tout cas, tant qu'on n'a pas de nouvelles de la SEC, je pense que la volatilité risque d'être quand même beaucoup plus faible que ce qu'on a pu connaître, et c'est pour ça que j'aime bien ici ce graphique-là, dans le sens où on voit bien la volatilité, et je pense qu'on va rester dans une zone où on va être dans cette zone de volatilité ici, dans cette box-là. Donc c'est-à-dire qu'on va pas avoir des mouvements excessivement volatiles, à plus de 10%, 15%, non, on va avoir des choses qui vont être entre 2, 3, 4, 5, 6%, allez, peut-être, on va aller chercher, peut-être frôler les 8%, mais on n'arrivera pas sur du 10-15 en moyenne, on va être sur quelque chose qui va être relativement flat, malgré un potentiel breakout que l'on pourrait avoir, parce que on manque de jus, on manque de patates, et le marché est clairement en train d'attendre ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je vous avais souligné, notamment dans la quotidienne d'hier et dans le tweet que je vous avais effectué, un lien qui était une communication qui avait été faite par le CME sur Bloomberg, justement QuickTech, qui nous donnait en fait leur vision en disant que l'ETF BTC Spot était inévitable. Bah, étrangement, le tweet a été supprimé. Par la suite. Justement, je vous disais que c'était très bien parce que c'était mainstream, sur un compte qui possédait quasiment 2 millions d'abonnés, et du coup ce tweet a été totalement supprimé. Alors est-ce que c'est un choix délibéré de la suppression, c'est-à-dire est-ce que faisait partie du deal d'origine, est-ce que ça a été forcé, ou est-ce que justement il y a eu une contre-indication là-dessus? Bon, ça ouvre en fait toutes les perspectives, et il faut toujours se protéger, ce n'est pas parce que c'est BlackRock qui pose un ETF que ça va être forcément accepté. Oui, j'ai tendance à penser que les probabilités vont être très très hautes sur l'acceptation. Par contre, le mouvement anti-crypto qu'il y a déjà depuis un certain temps est très fort. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas anti-BTC, c'est anti-crypto, autre que BTC. Néanmoins, BTC étant le chef de file, si jamais on a justement un BTC qui s'envole grâce à l'ETF Spot, je peux vous assurer que
les cryptoactifs, les autres, en fait, les altcoins risquent de pousser aussi, certes moindre, mais risquent de pousser aussi, donner un nouvel engouement, et donc rendre le travail de la SEC beaucoup plus difficile dessus. Donc forcément, je pense qu'on va avoir un retard, en fait, vraiment poussé pour pouvoir régler la partie securities avant de pouvoir faire la suite. Après, c'est vrai aussi, ce que l'on attend, c'est en juillet, on sait qu'on a une nouvelle loi sur la définition de qu'est-ce qu'une securities pour les cryptoactifs, qui risque d'être proposée au niveau du Congrès américain, qui risque de changer la donne. Il va falloir vraiment surveiller ça. En tout cas, on sait que le mois de juillet risque d'être fort en nouvelles. De ce côté-là, même si on sait que les ETF vont mettre du temps, il serait aussi, pourquoi pas, cohérent d'avoir des petites piques qui sont effectuées par la SEC, comme un peu on a eu avec en disant bah fou, c'est pas bien rempli quand même votre ETF spot, un petit peu ce qu'ils nous ont fait. Donc on a eu le marché qui a eu la petite goutte de sueur qui a coulé avec derrière une petite cassure baissière. Donc on n'est pas à l'abri de ce type de surprise, donc il va falloir faire très attention comme d'habitude à son exposition. Et je vous retrouve tout à l'heure pour un petit point sur FTM.